Bon, Pascal, quatrième génération de guide dans la famille Chaplan. Est-ce que toi, ça a influencé dans ton métier, dans ta carrière? Ça a une importance? Alors, il y a deux questions dans ce que tu me demandes. Ça a une importance, oui, ça a une vraie importance. C'est un cheminement dans le mode de vie, plus que dans l'activité professionnelle. Et c'est un lien avec le passé et une transition vers le futur. Et puis, est-ce que ça m'a influencé? Probablement pas influencé, mais en tout cas, ça a été toujours très présent. Ça, c'est certain. Les Chaplans, donc, c'est une grande famille de guides à Saint-Gervais. Est-ce que tu as des souvenirs de tes ancêtres, de ton père, de ton grand-père? Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la carrière de ces guides, qu'ils étaient? Alors, j'ai des souvenirs de mon père, de mon oncle, de mon grand-père, pas, parce que malheureusement, il est décédé quand j'étais vraiment tout petit. De mon père, oui, j'ai des souvenirs assez présents, puisque j'ai eu la chance de faire un tout petit peu de montagne avec lui. Et de mon oncle, pas non plus, puisqu'il est décédé, il a été foudroyé au sommet de la Dent d'Urquin en 1937, donc à l'époque, j'étais pas né. En revanche, j'ai eu beaucoup de souvenirs transmis par mon père dans les récits, sur leur activité au début du siècle dernier. Donc oui, effectivement, ce sont des moments forts, ce sont des moments importants qui ont matérialisé cette culture montagne qu'on a dans nos vallées au pied du Mont Blanc. Alors, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la vie de guide de ton père, qui il était, comment il s'appelait? Alors mon père s'appelait André Chapelan, il est né en 1907. Il a fait son métier de guide jusqu'en 1972 et il a eu probablement ce qu'on appelle une très belle période dans son activité professionnelle. Il a eu la chance de connaître cette période d'après-guerre où la clientèle qui venait faire de la montagne était une clientèle très fidèle, très fiable, qui avait beaucoup de temps libre et aussi beaucoup d'argent. Donc mon père a bénéficié de cette clientèle-là. Il a établi aussi avec ces gens des relations tout à fait privilégiées, puisque pour certains, on est toujours en contact. La clientèle de l'époque était une clientèle disponible, ce qui lui a permis de faire des choses pour l'époque qui restent quand même intéressantes, comme des traversées à ski de Nice à Innsbruck avec des clients sur plusieurs mois, comme des traversées du Hogar, comme beaucoup de choses dans beaucoup de pays, en Autriche, en Suisse, beaucoup en Europe et un petit peu en Afrique centrale et en Afrique du Nord. Une carrière de guide assez avancée pour l'époque? Ou c'est quelque chose d'assez commun pour les guides de Saint-Gervais? Je ne crois pas que ça soit particulièrement avancé. Je pense que, comme à l'origine, c'est la clientèle qui a fait les premiers guides, dans cette période, une fois encore, c'est la clientèle qui a fait les guides. Je crois qu'il faut qu'on ait bien conscience et qu'on rende un hommage tout particulier à la clientèle, parce que sans la clientèle, l'activité de guide, elle n'existe pas. Et c'est parce qu'il y avait des clients aventureux, fortunés, disponibles, que les guides de cette génération ont eu la possibilité de le faire. Tous ne l'ont pas fait, mais il y a aussi les circonstances de la vie, il y a aussi les événements qui font qu'un jour ou l'autre, tu croises ces personnes sur ton chemin ou pas. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas oublier que c'est la clientèle qui a fait le métier de guide, comme beaucoup de métiers de service d'ailleurs. Alors il y a un volet assez important aussi sur ce métier de guide. C'était à l'époque, les guides faisaient les secours en montagne et ton père a participé au secours du Malabar Princesse et il a fait partie de cette caravane un petit peu médiatisée. C'est un des 5 de Saint-Gervais, comme on dit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette expérience? Oui, je crois que ce qu'il faut en préambule, c'est un sujet important, comme tu le dis, le secours. En préambule, il faut bien intégrer le fait que jusqu'en 1960, je crois, le secours était organisé par les guides, et donc par les guides locaux et par les compagnies de guides locales, par les compagnies historiques au pied du Mont Blanc, c'est-à-dire la compagnie des guides de Saint-Gervais, la compagnie des guides de Chamonix. Ces deux compagnies étaient le point central pour les secours en montagne. Donc beaucoup de guides sont allés en montagne, beaucoup de guides ont risqué leur vie, ont marché, ont grimpé jour, nuit, beau temps, mauvais temps, pour parfois sauver des vies, parfois redescendre des morts. Donc c'était une activité bénévole
non payés bien sûr, qui prenaient sur leur temps professionnel ou sur leur temps familial. Et cela, ils l'ont fait pendant 150 ans. Donc je pense que c'est une part historique non négligeable et que du coup, les guides, pour eux, c'était quelque chose d'intégré, de normal. Donc tu as évoqué le secours du Malabar Princess en 1950. Ce secours n'a pas un caractère particulier plus que les autres, hormis le fait qu'il était au mois de novembre et qu'il y avait de la neige et que c'était en hiver. Mais pour les guides, d'ailleurs les guides de Chamonix avaient eu la même réaction, pour les guides, il y a un accident, il y a des morts, peut-être des blessés, peut-être des survivants, on y va. Et c'était un réflexe. Donc il n'y a absolument rien d'exceptionnel à ça, à part la période. Les guides de Chamonix sont partis en premier, leur expédition a été marquée par une tragédie qui a vu le décès de René Payot. Les guides de Saint-Gervais sont partis après, malgré un arrêté préfectoral qui interdisait toute mise en place de caravanes terrestres de secours. Ils ont réussi et c'est au retour qu'il y a eu une forte médiatisation et un projecteur énorme braqué sur ces 5 personnes. Mais c'est à la fois bien parce que ça a valorisé les actions de secours en montagne et à la fois un peu dommage parce qu'avant ils en ont fait des milliers qui n'ont eu aucun retour. Donc c'est un peu, effectivement, c'est le relais, c'est ce qu'on connaît, c'est ce dont on parle, mais ça n'est qu'une image de tout ce qu'ils ont fait dans le domaine des secours. Alors cette année, on fête les 150 ans de la Compagnie des Guides de Saint-Gervais. Il y a eu beaucoup de manifestations autour de cet événement. On a pu constater qu'il y avait un renouveau de cet esprit de compagnie. Est-ce que tu sais quelle était la vision de nos ancêtres guides sur la compagnie? Est-ce que c'était très ancré dans la vie locale? Est-ce qu'il y avait un attachement particulier des guides de Saint-Gervais à leur compagnie? Ou que c'était simplement une institution commerciale et sportive? Alors, la Compagnie des Guides de Saint-Gervais a toujours eu un très fort ancrage sur le plan communal. Très très fort ancrage avec des personnalités assez marquantes dans cette activité, dans cette compagnie. Des personnalités qui étaient présentes dans beaucoup d'autres domaines collectifs, comme les pompiers, comme les services de secours, comme le conseil municipal, comme toutes les activités communales. Et ces gens étaient très reconnus. La Compagnie des Guides de Saint-Gervais n'a jamais eu peut-être le pouvoir économique qu'a pu avoir celle de Chamonix, puisqu'historiquement celle de Chamonix, à l'origine, avait beaucoup d'argent. Elle a même prêté de l'argent à la municipalité de Chamonix. Enfin, il y a eu toutes des périodes très particulières. Saint-Gervais n'a jamais été caractérisé par de l'argent ou par des fonds importants. En revanche, leur présence, l'activité de ces professionnels de la montagne était très reconnue et très appréciée. Il y a encore probablement une espèce de reconnaissance des habitants de la commune auprès de l'activité du métier de guide. Cette activité qui est pour certains bien connue, pour certains autres moins connue, mais qui reste un domaine particulier, un domaine réservé aux initiés, un domaine où il y a des risques et où l'idée c'est d'en prendre le moins possible. Donc les gens qui font ces métiers sont supposés être des gens qui ont une capacité à décider, qui ont du recul, qui ont du sang-froid, qui ont des prises de position modérées, c'est pas toujours le cas, mais enfin ils sont censés être comme ça. En tout cas, c'est un peu l'image qui était véhiculée et qui est encore aujourd'hui véhiculée. La médaille est un peu moins dorée qu'avant, mais je crois que ça continue. Alors Pascal, aujourd'hui on sait que la montagne est relativement médiatisée autour du Mont Blanc, sommet phare en Europe. Le Mont Blanc sur la commune de Saint-Gervais, est-ce que la Compagnie des Guides de Saint-Gervais a un rapport particulier avec cette montagne ou est-ce que c'est une course comme une autre? Alors, pour répondre directement à ta question, oui, on a un rapport particulier avec cette montagne. On a un rapport particulier comme les 2 autres communes qui sont sur cette montagne, c'est-à-dire Chamonix et Courmayeur. On a un rapport multiple, on a un rapport affectif, bien évidemment, puisque historiquement, toutes nos familles d'alpinistes, de cristalliers, de chasseurs de chamois, de guides, de porteurs, d'artisans de la construction pour les refuges, tous ces gens-là ont vécu sur cette montagne, pour cette montagne.
On a un rapport géographique, et ça, je l'ai déjà dit plusieurs fois, notamment dans toutes les polémiques autour du refuge du Goûter. C'est quoi le rapport géographique? C'est qu'on habite au pied, comme Chamonix, comme Courmayeur. Donc on a un lien particulier. C'est différent si on habite à Toulouse ou à Brest. Nous, on habite au pied, on touche le pied du Mont Blanc. Et puis on a un rapport historique. Le rapport historique, c'est l'histoire de la conquête du Mont Blanc, c'est toutes les grandes étapes, les nouvelles voies, l'année 1865 avec l'aiguille de Bionnassay. C'est vraiment, ces trois volets-là sont les trois volets les plus importants. Le volet affectif, le volet géographique et le volet historique. Alors aujourd'hui, le métier de guide est souvent présenté comme un métier sportif, un métier à part. Est-ce que c'est avant tout une relation humaine ou une relation sportive entre son guide et son client? C'est une très bonne question. Le métier de guide, c'est un tout. C'est un tout. C'est d'abord une passion. C'est une activité qu'on fait sur un terrain extraordinaire, magique, qui demande des qualifications particulières, spécifiques, techniques, qui demande une préparation physique, mentale. On n'y va pas n'importe comment, notamment quand on emmène des gens et qu'on doit les ramener. Donc ça, c'est le point de départ. Mais je pense que très sincèrement, c'est aussi et surtout un métier de relations humaines. Car au fil de la carrière de guide, on tisse des liens avec des gens qui sont d'abord des clients, puis des clients amis, puis des amis clients, puis des amis. Et j'ai pu le vérifier par la clientèle de mon père, qui, pour ceux qui sont encore là, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, sont des gens très âgés et qui sont toujours des amis très proches et très fidèles de la famille. Et je crois que les conditions, l'environnement dans lequel l'activité physique et technique se déroule font qu'on établit des relations particulières. J'ai l'habitude de dire, et je suis aussi moniteur de ski l'hiver, j'ai l'habitude de dire on peut skier un mois avec quelqu'un et le connaître très moyennement, mais quand on a marché 2 jours avec quelqu'un ou grimpé 2 jours avec quelqu'un, on le connaît très très bien. Donc c'est un métier essentiellement de relations humaines. On sait que les guides de Saint-Gervais sont très attachés au terroir, que les premiers guides étaient des chasseurs de chamois et qu'ils ont créé des dynasties de guides. Est-ce qu'il existe encore aujourd'hui des grandes familles de guides et une certaine transmission dans ce métier? Ou est-ce qu'aujourd'hui, comme dans d'autres professions, il y a une grosse mixité sociale et une grosse mixité géographique? Alors, la situation que tu évoques, historique que tu évoques, le lien filial, il est un peu dilué aujourd'hui. Il y a eu, dans les années 70 à 90, une longue période où les jeunes des hautes vallées de montagne, très sollicités professionnellement par d'autres environnements, ont pris un peu de distance avec le milieu montagnard. Donc les grandes filiations de guides, les grandes familles de guides ne sont plus aussi présentes qu'elles pouvaient l'être dans le passé. On a aujourd'hui un petit retour d'une activité transmise de père en fils. Ça, c'est pour répondre à ta question sur le plan familial. En revanche, d'une façon un peu plus abstraite, je pense que le terme famille peut s'appliquer à ce que nous, on appelle la compagnie. La compagnie des guides, c'est un endroit particulièrement exceptionnel pour cette transmission. Pourquoi ça? Parce que c'est le point de rencontre. C'est le point de rencontre des générations, c'est le point de rencontre des techniques, c'est le point de rencontre des approches du métier de guide, parce qu'il n'y a pas un métier de guide, mais il y a des métiers de guide. Chaque guide a ses spécificités, chaque guide a ses façons de procéder, toujours dans un cadre réglementé et régulier, mais il y a différentes approches du métier de guide. Il y en a qui vont plus en altitude, d'autres moins, il y en a qui font des voyages lointains, il y en a qui sont plus grimpeurs sur le rocher, d'autres qui sont plus sur la neige, d'autres plus sur la glace, il y en a qui font tout. Il y a beaucoup de guides qui sont plus réactifs, qui ont d'autres activités professionnelles. Donc il y a une grande hétérogénéité dans le monde des guides. Et la compagnie, c'est un peu la famille, c'est un peu là que tout se croise, c'est là que tout se dit, les choses qui enrichissent, les choses qui des fois pèsent un peu, parce que les guides sont des gens assez entiers, à caractère fort, et ils ont l'habitude d'être assez clairs, assez sincères sur ce qu'il y a à dire.
Donc c'est un point important, un peu comme dans une famille, où on dit tout, on dit ce qui est bien, on dit ce qui est moins bien, mais en tout cas c'est là qu'on échange et c'est là qu'on s'enrichit. Donc le terme famille au sens familial n'est plus tout à fait aussi valorisé qu'historiquement. En revanche, je suis convaincu que le terme famille dans le cadre de la compagnie ou du bureau des guides reste quelque chose d'extrêmement important, notamment pour l'échange entre professionnels.